Alors, il y a quelques camarades qui sont un petit peu en retard, ils vont arriver, mais on va commencer sans tarder pour voilà, ne pas vous mettre en retard. Je vous remercie d'être présent pour cette table ronde qui est capitale dans votre construction de culture générale sur les métiers de l'aéronautique et du spatial. Vous savez que le Bourget, c'est dans un mois, c'est le plus grand salon commercial du monde. Et en même temps, on est en train de vivre une époque on n'aurait jamais cru vivre un jour. Les tarifs américains, c'est super, il n'y a plus. Oui, vous m'entendez. Les tarifs américains voilà, ont un impact sur la commercialisation et sur la construction des avions. Vous savez que c'est 3 millions de pièces un avion, donc ça vient du monde entier, sauf qu'on s'est fabriqué par Dassault pour le Rafale. Tout le reste, c'est bien sûr toute la chaîne, toute la supply chain mondiale qui est en jeu. Et en même temps, nous avons les Chinois qui sont en embuscade et qui sont tellement en embuscade. Hein, ils sont aujourd'hui très présents sur la scène internationale et ils sont prêts à s'attaquer au duopole Boeing-Airbus. Donc pour nous tous et pour vous, c'est important de comprendre ce qui se passe dans le monde pour mieux l'appréhender. Alors, on est très fiers de recevoir un panel de spécialistes, mais je vais laisser notre intervenant les présenter. Alors, je le présente lui néanmoins. C'est Antoine Sebac, c'est la deuxième fois qu'il vient à l'école. C'est l'arrière-petit-fils de Louis Blériot. Il est aussi journaliste. Hein. Donc, voilà, il nous fait l'amitié de revenir à l'école pour animer cette table ronde. Et puis, pour tous ceux qui sont intéressés par le MBA, juste après la table ronde, vous pourrez rejoindre le service du développement qui pourra vous renseigner sur les concours, les modalités de concours, le programme, etc. Et alors, je laisse la parole à Antoine. Je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui pour cette table ronde. Et c'est à vous. Merci Anne-Ségolène et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aussi aux élèves qui nous suivent depuis le campus de Toulouse en visio. Ils vont nous suivre avec cette petite caméra. Ravi de vous voir nombreux ce matin dans cet amphithéâtre pour cette table ronde qu'on a imaginée comme une rampe de lancement voilà, pour ce MBA qui va débuter à la rentrée, hein, ce MBA ingénieur d'affaires aéronautique et spatial, double diplôme, alternance en 2 ans avec l'ISG, la Business School. Donc on est un peu aujourd'hui sur le pas de tir. Hein. Alors le compte à rebours, il n'est pas encore en seconde, mais voilà, le compte à rebours, il est en semaine. Donc on trouvait ça intéressant de se retrouver aujourd'hui pour se poser sur cet enjeu, sur cette question qui est terriblement d'actualité de la réussite de ventes complexes, longues, dans le contexte international actuel. Donc, on va parler des enjeux auxquels sont et seront confrontés les ingénieurs d'affaires. Je vais lister ces enjeux qui seront un petit peu le plan, le fil directeur de cette table ronde. Hein. Eh bien, on se posera la question de comment réaliser une vente complexe hein, quand les tensions internationales se multiplient. L'Europe qui se réarme, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une difficulté pour les entreprises du secteur et donc pour les ingénieurs d'affaires? Et puis, comment ces ingénieurs d'affaires, ces entreprises peuvent accompagner les ambitions stratégiques de la France et de l'Europe? Et puis, on terminera évidemment par parler et détailler un petit peu ce que contient ce nouveau et futur MBA qui, peut-être, je l'espère, vous intéresse. Je vais présenter nos invités que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Alain Durand, bonjour. Vous êtes directeur conseil chez Sopra Steria Next, hein, c'est l'entité d'analyse stratégique et économique du groupe Sopra Steria, qui est un leader européen du conseil. À votre droite, je salue Guy Baumlard. Bonjour Monsieur Baumlard, vous êtes aujourd'hui consultant senior pour le cabinet Arclès. Vous avez longtemps travaillé à la DGA, au ministère des Armées. Vous avez notamment dirigé le programme A400M pour la France. À votre droite, je salue Jean-Philippe Regnault. Jean-Philippe, vous êtes Senior Market Maker, et le titre est intéressant,
pour notre sujet d'aujourd'hui. Chez Accenture, votre grand nom du conseil, vous êtes un spécialiste des ventes à cycle long. Et puis vous êtes aussi, vous y tenez, cofondateur d'un festival du spatial Stars Up à Meudon. Vous avez vu, je l'ai dit dès l'introduction, ce sera la 7e édition cette année, on pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure en conclusion. Gilles Rabin, à votre droite, vous êtes économiste de l'innovation, vous êtes conseiller spatial à l'ambassade de France à Berlin, donc on pourra parler de l'Allemagne, qui est un cas évidemment extrêmement intéressant et qui est au cœur de notre sujet. Vous avez longtemps travaillé au CNES et au cabinet, dans les cabinets ministériels. On retourne au début du canapé, je salue et je remercie Charles-Éric Leclerc. Vous allez nous apporter un éclairage RH, pardon. Vous représentez le leader industriel des lanceurs spatiaux civils et militaires, Ariane Group. Vous êtes en charge du recrutement, de la mobilité interne et du marketing RH. Et puis, je précise que nous rejoindra pendant cette table ronde, il est pris par un autre engagement, Yvon Moisan, qui est le directeur académique de ce futur MBA. Messieurs, merci. On va passer 1 heure à échanger, puis l'idée c'est que derrière vous puissiez, pendant une demi-heure, poser toutes les questions qui vous titillent l'esprit. Je voudrais qu'on commence par un rapide exercice de définition qui me semble extrêmement utile, de définir ce terme d'ingénieur d'affaires. Parce que peut-être que si je prends 10 étudiantes ou étudiants dans la salle, vous n'aurez pas toutes et tous la même définition. Donc je pensais important de se poser d'abord sur ce terme. Est-ce que c'est un commercial, un super vendeur qui a un vernis technique? Est-ce que c'est un ingénieur à qui on demande de faire de la vente? Est-ce que c'est un négociateur? Est-ce que c'est un peu des trois? Peut-être Alain Durand, ancien de la DGA, Sopra Steria aujourd'hui, ingénieur d'affaires, comment vous définissez ce métier, ces fonctions? C'est bon, c'est bon, ça marche. Alors, je pense que c'est un mélange de tout ce que vous avez cité. Je pense qu'il y a effectivement une base commerciale qui est essentielle et importante pour comprendre effectivement les mécanismes commerciaux qui sont en jeu. Après, on est dans un secteur qui est quand même très technologique. On va parler d'aéronautique, d'aérospatiale et de défense. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir une couche scientifique et une couche ingénieur en plus pour bien comprendre de quoi on parle, ce qu'on va vendre et quels sont les produits qui sont derrière. Donc je pense qu'effectivement, si on arrive à avoir cette double compétence-là, commerce, ingénieur, c'est quand même qu'on sera bien armé pour prendre ce type de poste. Et c'est pas un mouton à 3 pattes ou à 5 pattes, ça existe? Je pense pas. Je pense que ça existe. Alors, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont une fibre plus ou moins commerciale qui partent d'écoles d'ingénieurs pour aller dans cette voie-là. Et inversement, je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas de compétences scientifiques au départ qu'on peut pas en acquérir au moins un minimum pour savoir de quoi on parle. Il ne faut pas se mettre de barrière dans ce domaine-là. Jean-Philippe Regnault, Accenture, vous êtes, je le disais en vous présentant, vous êtes market maker, faiseur de marché, je ne sais pas si la traduction est bonne, créateur de marché, créateur d'opportunités. C'est ça que doit être un bon ingénieur d'affaires? C'est plus que ça, c'est un commercial. Comment vous le définissez? Je vais ressurfer sur ce que disait Alain, sur un mot-clé, c'est une personne hybride. Il y a une hybridité qui peut aller de la passion du secteur dans lequel il intervient, de la compréhension des enjeux techniques, technologiques, sociétaux de ce qu'il vend, et c'est un apporteur de valeur, un accélérateur de la valeur. Et le dernier mot-clé, on en parlera sûrement dans cette notion de complexité, c'est quelqu'un qui sait gérer le temps long. A fortiori, dans cette industrie du spatial, c'est un connecteur. Et je donne les mots-clés de l'hybridité. Alors oui, c'est un peu mon métier, c'est un peu ce qui m'a intéressé. C'est un résilient. C'est un beau métier, ingénieur d'affaires. Je pense que c'est un métier qui a une certaine noblesse. Parce que quand on en parle tout à l'heure, c'est cycles longs. Vous imaginez, vous êtes sur des cycles qui peuvent, moi c'est ce que je vis, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, puis à un moment donné, vous la perdez la vente, parce que vous n'êtes pas le seul à être sur le terrain. Donc il y a aussi un côté aventurier. Voilà, ça fait 25 ans que je fais ce métier, c'est la passion que j'ai aussi par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, startup. Mais oui, Alain a bien introduit cette notion d'hybridité, et donc c'est très bien que dans ces MBA, il y ait ces deux pôles, l'aspect technique et le lien avec l'ESG, parce que oui, il y a de l'exécution, mais avant l'exécution, on parlera peut-être tout à l'heure, il faut travailler sur la stratégie de mise en place du marché. Donc c'est des stratèges aussi. Vous voyez, si on veut lister tous ces mots-clés, c'est des personnes rares, hein, des personnes de valeur.
et on n'aura pas trop de 2 ans de formation du MBA pour former ces profils extrêmement hybrides et complexes. Le regard ressources humaines, Charles-Éric Leclerc, Ariane Group. Alors, vous, les ingénieurs d'affaires chez Ariane Group, vous m'avez expliqué que vous les appelez responsables commerciaux, c'est-à-dire qu'il y a une primauté au commercial. C'est ça, il y a vraiment cette orientation client. Mais j'ai envie de dire, il y a vraiment ce point pivot entre cette compréhension du besoin client, effectivement sur cette, on est sur une durée de négociation, de discussion, de préparation assez longue, mais aussi en interne, de construction de l'offre. Donc on est vraiment de la phase de construction de l'offre jusqu'à la phase de contractualisation. Et donc, même si on est sur cette logique de responsable commercial, d'interface commerciale, avec cette logique de développement, malgré tout, il y a vraiment un point clé, c'est ce socle technique. Voilà, donc c'est pas toujours une expertise poussée, mais il y a quand même cette culture, ce qu'évoquait Alain, c'est vraiment ce background-là, ne serait-ce que pour pouvoir aussi la construire et interagir avec les différents acteurs en interne. Parce qu'il faut évidemment être crédible techniquement quand on va voir son client. C'est ça. Et je vois qu'on a vraiment une opportunité, on est vraiment sur une logique de dépollution, de démantèlement, et c'est vraiment cette compétence-là que l'on va rechercher pour pouvoir justement bien capable de capter l'attente du client et de la retranscrire par rapport à ce qu'on peut lui offrir. Merci messieurs, c'est intéressant de se poser sur cette définition. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant, extrêmement attractif. Voilà, c'est un métier à multiples facettes. Je voudrais maintenant qu'on rentre vraiment dans le cœur de notre table ronde, hein, ce contexte international actuel que vous suivez évidemment tous les jours et ses implications pour les entreprises et donc pour les ingénieurs d'affaires. Quelques éléments de contexte pris dans l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines. Le nouveau chancelier allemand qui veut faire de son armée la plus puissante d'Europe, qui aurait pu prédire ça il y a encore quelques années. Le budget militaire de la France, aujourd'hui 2% du produit intérieur brut, objectif 3,5%. Donald Trump souhaiterait même que les pays de l'OTAN soient à 5%. Les droits de douane, Anne Ségolène en parlait tout à l'heure. Gilles Ravin, ce contexte-là, tout ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois, opportunité ou difficulté pour les secteurs français et européens du spatial et de la défense? C'est un hybride, comme on disait tout à l'heure, est capable de penser le temps long, il doit être capable de réagir vite aussi. À l'exemple, l'Allemagne va dépenser dans la défense 200 milliards en 2026. 5% de son PIB, 200 milliards. C'est une révolution. C'est 10% du PIB français. On se rappelle, le PIB français, c'est 2 000 milliards, le PIB allemand, c'est quelques 200 milliards. Donc, j'allais dire, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est l'argent allemand. La bonne nouvelle, c'est que les Allemands ne peuvent pas produire 200 milliards de biens de service. Et donc, ils vont se retourner vers les gens qui savent produire. Et la chance qu'on a en France, entre guillemets, la chance historique, c'est qu'on a des industriels pour. Donc, il faut être capable, d'un seul coup, de switcher, de rencontrer des gens qui vous prenaient pour des imbéciles depuis 10 ans, 20 ans en Allemagne, je comprends, etc. Et d'un seul coup, vous êtes au cœur du monde. Au lancement de CSO3, à Paris, nos amis d'Ariane l'espace ont eu la surprise de voir les militaires allemands. Alors, les militaires allemands, ils ne jouent que par spécifique, le reste n'existe pas. Et d'un seul coup, ils sont venus voir les Français en disant on a 2 satellites allemands, vous auriez une date pour nous. Donc, il faut savoir rebondir très vite. Et c'est ça l'intelligence. Temps long, comme on disait, hybride et capable de réagir très vite. Et donc, des opportunités pour les entreprises françaises, peut-être d'aller gratter quelques milliards de ce budget allemand qui est en augmentation? Alors, il faut aussi penser européen, c'est-à-dire, à force de penser la France contre l'Allemagne, l'Allemagne contre l'Italie, l'Italie contre la Belgique, on en oublie qu'on est à des milliards d'euros, de dollars des États-Unis. Les États-Unis, c'est 70% du budget spatial mondial. Donc, j'allais dire, on se ensemble. La chance qu'on a, c'est que nous, on peut rattraper. On peut avoir les marchés allemands, mais l'objectif quand même, c'est d'avoir un marché international où l'Europe est compétitive. Et donc, pour un ingénieur d'affaires, être capable de vivre en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Slovaquie, etc. Parce que c'est là que sont les marchés aussi demain. Donc, dans cette dimension hybride, agile pour l'ingénieur d'affaires, aussi une capacité à évoluer dans des cultures différentes, et maîtriser de nombreuses langues étrangères.
maîtrise des langues, ne dites pas je parle anglais, donc les Allemands c'est vachement bien, ils parlent tous anglais. Ben oui, mais ils parlent anglais, mais vous ne comprenez pas la culture si vous ne parlez pas allemand. Pareil pour les Slovaques, c'est plus difficile. Hein. Je ne parle pas de la Pologne, etc. Et la Hongrie, hein, c'est compliqué. Mais j'allais dire, parler la langue, c'est important, comprendre ce qui se passe. Avoir une culture internationale, c'est comprendre ce qui se passe dans tous les pays et comprendre que il y avait un grand ambassadeur qui disait les Allemands ne sont pas les Français qui parlent allemand. C'est pas les mêmes. C'est ça qui est extraordinaire en Europe, c'est qu'on n'est pas les mêmes, on n'est pas foutu pareil que les Allemands, que les Italiens, que les Anglais, etc. Et donc, comprendre ça, c'est un élément structurant. Guy Bombla, cette hausse des budgets de la défense, alors restera la question de comment les financer, qui va les financer, c'est un autre débat évidemment, mais est-ce que pour vous, c'est une opportunité où Donald Trump nous met en difficulté? C'est les deux, bien évidemment, parce que d'une part, évidemment, il y a de l'argent qui arrive, on se dit tant mieux, mais on se rend compte que derrière, il y a toute une base industrielle de défense qui ne suit pas forcément. On fait pour ça référence à toutes les difficultés de la supply chain en ce moment, qui a du mal à produire. Et il y a beaucoup de petites boîtes qui ont vécu longtemps sur une approche finalement assez artisanale des choses, parce que on était encore dans des petits nombres de production et qui ont du mal à passer à l'étage au-dessus. Et là, ils auraient besoin d'ingénieurs d'affaires chez eux qui leur expliquent qu'il faut voir les choses en grand, qu'il faut accepter de prendre plus de risques, de s'engager sur non seulement sur la fourniture de pièces sur mesure, mais sur des fonctions, sur des sous-ensembles, c'est-à-dire ce que demandent les maîtres d'œuvre du secteur. Et certaines boîtes vont avoir du mal à le faire, ils vont devoir s'allier à d'autres sociétés. Je ne parle pas d'alliance capitalistique, mais au moins d'alliance sur des projets. Et là, il faut des gens qui sont capables d'aller chercher ça. Alors, on a dit beaucoup de choses des ingénieurs d'affaires. J'insisterai aussi sur le fait qu'ils doivent maintenir la confiance dans la durée avec le client, même une fois que l'affaire a été engagée et qu'éventuellement elle passe dans d'autres équipes. Parce que c'est un domaine où on retrouve les gens avec qui on a travaillé. On les retrouve 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est un monde. Ce n'est pas comme la vision de l'immobilier d'un certain dirigeant d'un pays assez lointain, de l'autre côté de l'eau, là-bas, où on fait un coup, puis après on n'en parle plus. C'est tout à fait différent. Il faut savoir maintenir la relation, maintenir sa crédibilité, et même lorsque c'est passé dans d'autres équipes, maintenir le lien au client. Il faut aussi une grande curiosité. Il suffit pas d'être très bon dans son métier, il faut une curiosité de ce qui est nouveau, de ce qui change les usages. Le contraire de ce que j'étais à un moment là déjà d'ailleurs, où on appliquait des choses, il fallait faire comme ça et pas autrement. Non, il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres usages qui pointent. Par exemple, personne n'a cru à Elon Musk et à sa réutilisabilité en Europe. On a peut-être eu tort. Jean-Philippe Regnault, on dit merci à Donald Trump, même si voilà, peut nous embêter, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais il nous sert, nous, Français, Européens, voilà, il nous pousse à investir plus dans la défense, à se poser la question de notre souveraineté? C'est une question très politique, donc je vais éviter d'y répondre de manière politique, mais ça va être un point qu'on évoquait tout à l'heure. Cet ingénieur d'affaires doit aussi être en capacité d'agréger des écosystèmes hétérogènes. Tu en parlais, il faut travailler au niveau européen. Donc oui, je pense que j'ai travaillé pour un acteur du Conseil américain, le fait que je vais souvent aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a plein d'Américains qui ne sont pas forcément alignés avec ça. Mais là, j'arrête parce qu'on fait de la politique. Mais c'est une chance. J'ai utilisé, je le vois dans le spatial, tout cet écosystème hétérogène. L'ingénieur d'affaires, alors le terme n'est pas très joli, désolé, mais c'est un peu une glu. C'est un liant. Il doit lier tout ça. Et je peux vous dire, les Américains, ils détestent ça. Pas négativement, mais par construction, on a une force énormissime de cet écosystème hétérogène, dans le spatial en particulier, mais pas que, on l'a aussi en industrie. Et cet ingénieur d'affaires, là, je crois qu'on lui donne des qualités, là, ça va être compliqué pour les étudiants. Mais après, on doit avoir cette capacité de compréhension multiculturelle. J'ai bien aimé l'approche où c'est le temps long aussi de rester dans la relation client. Bon, il ne doit pas non plus maîtriser 150 langues, hein, parce que là, c'est une motion à 5 pattes, ça devient la personne non impossible à trouver. Mais et par rapport à cette question, je pense qu'on a un atout énormissime, et j'ai quelques amis américains, ils le disent tout bas, ils le reconnaissent. C'est quoi cet atout? C'est l'hétérogénéité, c'est la différence, le patchwork européen doit devenir une force, et on le voit dans le spatial. On va peut-être évoquer tout à l'heure, c'est cet écosystème de micro-PME avec des grands groupes internationaux, français pour la plupart, mais aussi allemands, aussi italiens. Ils n'ont pas ça, les Américains. Ils ont tout globalisé, ils ont
tout normaliser. Donc, si l'ingénieur d'affaires peut jongler avec cette différence, cette hétérogénéité dans la construction de son offre, c'est aussi un élément majeur. Chaque vente va être unique. On n'est pas dans la capacité de reproduire. Donc, oui, je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Et d'ailleurs, regardez, certaines boîtes américaines savent très bien qu'ils peuvent craindre ce qu'on fait. On a souvent cette complexe d'infériorité. Là, Simone l'évoquait, les barrières tarifaires, ok, mais la richesse de l'écosystème du spatial, mais je laisserai le soin à nos experts à côté, pour moi, est une force aussi pour l'ingénieur d'affaires qui va se différencier aussi dans sa capacité d'agréger toutes ces différences. Et ce n'est pas un millefeuille qui complexifie tout, parce que c'est aussi la vision qu'on pourrait avoir, que du coup, à force de vouloir faire des coopérations entre plusieurs pays, on n'arrive jamais à se mettre d'accord en fonction des majorités politiques des différents pays, chacun veut tirer la couverture à soi. On peut le voir comme ça aussi, vous dites que c'est un atout. Pour moi, c'est un atout. Alors, j'entends l'aspect multi. Alors, là, vous avez peut-être raison, c'est que c'est pas forcément tout de suite facile de dire je vais monter un partenariat avec les Allemands, les Français, les Italiens et les Anglais. Mais on peut déjà commencer par monter des partenariats entre des structures, comme j'évoquais tout à l'heure. Il y a un nombre incalculable de ce qu'on appelle le New Space, de start-up en France, dans ce qu'on pourrait appeler l'amont du spatial, que n'ont pas les Américains. Ils n'ont pas ça. C'est factuel. Regardez les chiffres. Et si vous regardez le nombre de start-up de New Space en Europe, ils n'ont pas l'équivalent. Alors oui, ils vont vous dire, ouais, mais nous, on a des licornes, on a des big compagnies. Elles sortent du bois, et puis au bout de 2-3 ans, elles font 1 milliard. Mais si déjà on agrège cet écosystème au sein de la France, j'étais il y a quelques jours avec une conférence sur le spatial avec nos amis italiens de Turin. Les Italiens, ok, le niveau politique, mais au niveau du terrain et de l'ingénierie, ils sont prêts à collaborer. Donc, franco-italiano, germano, etc., je pense que ça doit être une force, même si, soyons pas naïfs, oui, il peut y avoir quelques rivalités entre c'est italien, non, c'est allemand, non, c'est français, mais c'est pour ça que, bon, au-delà de la langue, c'est très bien d'avoir des ingénieurs d'affaires qui, faut souhaiter, passent du temps dans des pays autres que la France. Alain Durand, Soprasteria, il y a un momentum en ce moment pour la France, pour l'Europe, pour regagner de la souveraineté, de la maîtrise, de la performance de l'outil industriel, de défense et du spatial. J'espère que oui. Si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. Vous l'avez compris, on est dans une époque qui change beaucoup, qui change très vite. Je crois que Muriel Vendier l'a d'ailleurs bien précisé lors d'une audition devant l'Assemblée nationale en février dernier, en disant on est dans un changement d'air. On passe d'une ère de crise à une ère de choc. Alors, pendant des décennies, effectivement, on était habitué à gérer des crises qui étaient plus ou moins prévisibles, localisées dans le monde, et qui avaient des impacts plus ou moins forts. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce type de gestion. On passe à une ère de choc, avec des chocs qui sont totalement prévisibles, qui vont avoir des impacts beaucoup plus importants sur des sociétés, sur des systèmes de défense, sur l'industrie, et qui auront des impacts beaucoup plus forts. Donc effectivement, on est en plein dedans. Les derniers chocs au niveau européen, alors ça remonte un peu, mais c'est le Covid, effectivement, personne ne pouvait prévoir, c'est pris de pleine face. Là, on est dans un contexte de guerre en Ukraine. Le dernier choc, j'ai envie de vous dire, c'est, merci aux Américains, c'est le vice-président américain à Munich le 14 février qui a fortement critiqué l'Europe et qui a même remis en question la gouvernance de l'OTAN. Voilà, donc là, pour moi, on a des opportunités à saisir. Il y a un réveil européen qui est en train de se faire. Il y a eu beaucoup de réactions au niveau européen qui ont été lancées. Et on a effectivement de l'argent qui va commencer à arriver. Alors, on peut parler des initiatives européennes. Hein. Donc, on a par exemple le programme SAFE, donc Security Action for Europe, qui prévoit 150 milliards d'euros pour réarmer les pays européens. Et on a aussi l'initiative Readiness 2030 de la présidente de la Commission européenne, qui elle prévoit de mobiliser 800 milliards d'euros pour développer des capacités militaires au niveau de l'Union européenne. On voit qu'il y a des sommes importantes dont on parle et qui vont forcément arriver. Pour moi, oui, il y a des opportunités pour l'industrie française et européenne pour regagner en souveraineté, se détacher petit à petit de l'influence américaine. Alors après, c'est une contrainte, c'est un choc, mais qui peut se transformer. Pour moi, c'est une contrainte, un choc, mais qui doit se transformer effectivement en
véritable opportunité. Donc après, ce qu'on disait aussi, c'est qu'au niveau européen, c'est pas simple. On n'y est pas encore. Donc, on peut parler de dépendance européenne. Aujourd'hui, on l'a pas, clairement. Même avant ce choc-là, on voit le nombre de pays européens qui ont acheté du F-35 américain, et il y a 13 pays européens qui ont acheté des avions américains, alors qu'on avait une offre européenne disponible, peut-être un peu trop importante pour le coup. On avait 3 avions européens en concurrence, donc, le Gripen et l'Eurofighter. Effectivement, on peut se demander derrière, pour les prochains programmes, si on a besoin de développer autant de programmes européens, ou s'il n'y aura pas des coopérations, des partenariats à mettre en place pour développer des programmes communs. Je passe la parole à Charles Leclerc et puis je vous passe le micro après Guy Baumlard. Chez Ariane Group, aussi depuis quelques mois, on sent une accélération, des nouveaux programmes. Alors, oui, effectivement, en plus, on se rend compte par rapport au conflit, je veux dire que les modalités changent, et donc il y a aussi par rapport à notre expertise sur des vols hypersoniques, voilà, sur lesquels on peut se positionner. Il y a aussi une mutation. On était, je pense à l'année dernière, on parle du projet, mais il y a un an, c'était le Forum IA à Berlin, et sur lequel aussi on mettait en avant notre expertise sur l'hypersonique, sur le missile 51, sur la dissuasion nucléaire. Donc oui, on a cette compétence-là. C'est aussi dans notre ADN, cette collaboration franco-allemande. On est une société franco-allemande, donc c'est d'être en capacité de pouvoir parler avec la DGA, de pouvoir parler aussi avec les ministères allemands sur cette expertise que l'on a en tant qu'industriel. Mais c'est aussi, on évoque des sommes très importantes, on parle de centaines de milliards, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'argent tombe du ciel. Et nous, industriels, on se doit de continuer à travailler sur notre compétitivité. Et c'est justement ça, ce rôle-là aussi de l'ingénieur d'affaires, qui est d'accompagner les équipes en interne, les équipes d'ingénierie, les équipes de développement et de programme, à rester compétitifs, à pouvoir aller ce que j'appelle parfois le time to market, le temps à mettre sur le marché, qui se réduit, qui s'accélère. On parlait de Musk et de cet impact qu'il a eu en termes de développement. Donc c'est à se rechallenger. Et donc cet ingénieur d'affaires, c'est aussi d'être un peu la voix du client en interne, pour se dire voilà ce qu'attend le client, voilà ce qui est on parle de plus en plus de minimum value proposition. Donc qu'est-ce qui est important pour le client, ce de quoi le client est capable de payer, et donc derrière, comment je le traduis vis-à-vis des équipes de développement, vis-à-vis du programme, pour à la fois maintenir cette viabilité économique d'un programme pour le Ariane Group, et puis l'intérêt, de valeur pour le client. Oui, parce qu'on imagine chez Ariane Group, qu'on voit arriver à Elon Musk avec ses dizaines de lancements par an, ça doit secouer, ça doit bousculer un peu, forcément. Ça interroge, ça remet en question, on imagine. Exactement, c'est dans cette logique un peu d'essai-erreur, de penser autrement, de prise de risque, toujours mesurée, mais c'est effectivement d'avoir une logique de faire évoluer un peu notre logiciel à l'interne, de rester compétitif. Guy Baumlard. Il était là. Oui, merci. Alors, d'accord avec tout ce qui a été dit, un petit bémol près. Quand on dit qu'il faut qu'un seul programme d'avion de combat en Europe, je rappelle que les Américains, à force d'avoir mis tous leurs œufs dans le F-35, se retrouvent bien mariés aujourd'hui. Donc je pense qu'un continent aussi grand que le nôtre peut se permettre d'avoir deux programmes. Sinon, c'est que l'avion de combat est devenu un monstre tellement gros qu'il n'est plus le système d'armes du futur. Donc le SCAF, pas une si bonne idée que ça? Si, mais il ne peut pas être seul. Il faut qu'il y ait autre chose aussi. Il faut qu'il y ait de la concurrence. La concurrence, c'est une bonne chose. Ça, c'est un ancien acheteur qui vous le dit, la DGA. Mais je pense que les ingénieurs d'affaires doivent aussi défendre ce genre d'idée, parce que quand on met tous ces deux dans le même panier, on est parti. Alors, j'aimerais aussi ouvrir un peu un débat, excusez-moi. Il n'y a pas que l'Europe dans le monde. Et ça, l'ingénieur d'affaires doit le comprendre. Il y a des pays qu'on aurait eu tendance à mépriser il y a 5 ans ou il y a 10 ans, qui ont montré une capacité remarquable à faire des choses fantastiques. La Corée du Sud fabrique un avion, alors on a le problème avec le moteur, mais ils sont quand même capables de faire un avion en forme relativement furtive, qui, je suis désolé, est en avance sur la rafale sur ce point de vue-là. C'est remarquable. La Turquie a aussi de grandes ambitions. Il faudra tenir compte de ces gens-là. Israël sera de plus en plus un compétiteur pour nous. Il faut en tenir compte. La Chine, alors que dire de ce qui s'est passé au Cachemire, ont-ils ou non abattu des rafales? On en saura plus tard. Je n'en sais rien. Mais il y a à nouveau des gens avec qui il faut compter. L'Indonésie et le Brésil aussi. Et donc, il faut avoir une culture plus européenne. L'Europe, c'est un village. C'est le monde qui compte. Et les relais de croissance ne sont tant chez nous, malgré tout ce qu'on veut bien dire, on est un continent démographiquement déclinant, hein. Ils sont en Asie.
que ce soit en côté indien ou côté chinois, enfin, en Indo-Pacifique au sens le plus large. Et là, il faut des gens qui prennent leur bâton de pèlerin, qui acceptent d'aller voir des gens qui ont une culture très différente de la nôtre, mais peut-être pas si différente que ça par rapport à certains Européens. Je ne suis pas sûr qu'on soit si proche que ça de certains Européens, et qui soient capables de dire, ben, si on veut faire du commerce et des affaires aux Émirats arabes unis, il faut investiguer, il faut transférer de la techno. Dassault a été obligé de transférer de la techno en Inde, et maintenant ils s'en frottent les mains puisqu'ils vont produire des pièces de Rafale à un moment où Dassault a du mal à produire. Il n'y avait pas des pièces, des éléments de structure. Donc il faut voir le monde. Et ça, c'est un défi fabuleux, c'est enthousiasmant. On va faire une transition parfaite pour la partie suivante de notre débat qui est consacrée un peu à cette alternative coopération ou compétition, coopération et compétition pour structurer des alliances industrielles, ce qui est un enjeu évidemment majeur aujourd'hui. Gilles Rabat, je vous passe le micro parce que quand on a échangé pour préparer cette conférence, on a parlé un peu de ce sujet coopération ou compétition, mais dit, moi j'ai un mot un peu hybride encore décidément, c'est l'hybridité revient beaucoup ce matin. Vous avez parlé de compétition. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là et en quoi ça peut aider la France, l'Europe à regagner de la souveraineté? Prenons un mauvais exemple, c'est le SCAF, je vais prendre le char de futur, vous obligez deux entreprises à travailler ensemble. Ça ne marche pas. Vous dites à Dassault, vous allez travailler avec ADS. Alors, quand on est Dassault, fabriquer un des meilleurs avions du monde, ADS, c'est vraiment comme si Paris Saint-Germain, Champions League, jouait contre Dreux en DRH. Vous dites, mais ils ne savent pas faire d'avion. Oui, mais ils sont allemands, donc il faut travailler avec eux. Oui, mais ils ne savent pas faire d'avion. Mais des merveilleux. Deuxième exemple, c'est le char du futur. On demande à Rheinmetall, qui fait du Panzer depuis les générations, de travailler avec Leclerc. Bon, Leclerc, elle ne sait plus faire le char. Rheinmetall ne va pas travailler, les Français, ils ne savent pas faire le char. Oui, mais non, quand même, il faut travailler avec eux. Donc ça, c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire, ça vient d'en haut, c'est le gouvernement français allemand qui dit, bon, on va faire un char du futur, forcément, c'est pas franco-allemand, forcément, démerdez-vous avec ça. Et qui impose donc des coopérations qui ne sont vraiment pas réalisables. Qui ne sont pas réalisables et qui font qu'on a des euros carrés où, pour s'occuper par exemple du cloud sur le SCAF, il y a une entreprise espagnole, une entreprise française, une entreprise allemande. Il y a trois équipes qui travaillent du lundi au jeudi, et donc lundi au jeudi, et ensuite le vendredi, elles se réunissent toutes les trois à Paris, à Madrid ou à Munich et ils discutent. Et ils reviennent le lundi pour discuter avec leurs équipes. Alors les autres, ils ont fait ça, etc. Donc les mecs, ils deviennent fous, quoi. Donc là, au contraire, c'est décidé, c'est-à-dire que pour, par exemple, travailler sur le lanceur du futur, on a un groupe, une legacy de 50 ans, extraordinaire, un savoir-faire extraordinaire, unique au monde. On a été leader mondiaux pendant les années 90-2000, il ne faut pas l'oublier. Donc on a une entreprise fantastique. Mais on a aussi des compétiteurs allemands, ISA Aerospace ou la fin, un compétiteur espagnol, etc. On sait très bien qu'à la fin, on travaillera ensemble, mais il faut qu'on développe des modèles industriels pour challenger. Il y a, chez ISA Aerospace à Munich, qui développe un lanceur, 30% d'ingénieurs français. Pourquoi ils vont travailler chez ISA Aerospace et pas chez Ariane? Ariane Group, la vision qu'ils en ont, c'est une entreprise qui a réussi. Donc, qu'est-ce qu'on apporte à une entreprise qui a réussi? Pour jouer au PSG, il faut vraiment être très bon, quoi. À part Cherki, peut-être, avec professionnel, ça va être compliqué, quoi. Alors que quand vous travaillez avec une équipe qui monte en première division, PFC, Paris Football Club, vous dites là, je peux peut-être faire quelque chose avec eux. C'est comme ça que les ingénieurs français se retrouvent chez ISA Aerospace développés. Et on voit bien que ça, même pour Ariane Group, c'est très très bien. On va avoir des ingénieurs de mieux en mieux formés sur des métiers de plus en plus agiles qui vont pouvoir, dans 5, 10 ans, 20 ans, travailler avec Ariane Group, travailler avec l'industrie française. Donc tout ça, c'est un bassin microbien extraordinaire. Donc il ne faut pas imposer des coopérations à tout prix. Je passe le micro à votre voisin de gauche. Jean-Philippe Regnault, quel est le regard du cabinet de conseil, du market maker, défendre plutôt la logique de compétition que la logique de coopération? Je vais ouvrir un autre paradigme. Désolé, c'est une idée contre-intuitif. Il y a cette collaboration, cette compétition au sein de l'écosystème, aérospatial. Moi, je milite pour sortir un peu cet entre-soi. Désolé, c'est un peu politiquement incorrect.
Et dans cette collaboration entre votre écosystème, dans lequel vont naviguer les ingénieurs d'affaires, et l'écosystème en américain des end users, des utilisateurs finaux. Donc de bâtir ces liens, de faits commerciaux, juridiques, à travers par exemple de joint ventures, entre des fournisseurs de solutions ou de services et des utilisateurs finaux. Un exemple, aujourd'hui, dans un grand groupe français leader de la cosmétique mondiale, il s'intéresse au spatial. Donc demain, l'ingénieur d'affaires, il devra aller rencontrer le leadership de cet acteur français leader dans la cosmétique, dont tout le monde a reconnu le nom. Oui, vous valez bien. Vous va rajouter une couche. C'est un secret. Mais moi, je vois ça avec ma casquette de consultant et je me dis, tiens, il faut aussi, et je vais avoir l'honneur d'enseigner dans ce MBA, il va falloir aussi que ces ingénieurs d'affaires, ils mettent plus qu'un orteil, voire tout un pied, dans ce monde de l'entreprise non spatiale. Et là, on n'est plus dans la compétition, on est dans la collaboration, on est dans peut-être la co-création d'entités juridiques dans un but de faire une vente. Vous voyez, on retombe sur le sujet, voilà. Donc c'est un peu ma casquette de market maker, même si je suis d'accord avec mon voisin de droite, Gilles, c'est que il y aura toujours la compétition, il y aura la collaboration, mais je pense qu'il faut sortir des frontières. Et là aussi, ça va nous différencier, parce que la compétition, en particulier dans la zone Indo-Pacifique, voilà, c'est encore aussi très cloisonné, et donc je pense qu'on peut intéresser des grands industriels. Je parlais de la cosmétique, je pourrais parler d'un gros constructeur automobile, je pourrais parler d'un grand transporteur de porte-containers situé à Marseille. Tous ces gens-là, quand vous les écoutez, ils ont besoin d'ingénieurs d'affaires autour du spatial. Et ils ne sont pas contre investir des centaines de millions dans les sujets spatiaux. Et donc, forcément, il y a besoin de faire des ventes si on investit des millions. Parce que, par exemple, pour en parler, CMA-CGM, je les cite, non, mais l'idée, c'est quoi? C'est de surveiller les navires dans le monde entier depuis l'espace Oui, je pense que ce cher numéro 1, Guy Héritier de son papa, qui a créé cette belle boîte, a investi partie de sa fortune dans le Telsat. Alors, à l'époque, c'était sur le sujet OneWeb. Là, il se réintéresse à nouveau sur ces sujets du spatial, parce qu'il a acheté une entreprise de cargo aérien, mais ce n'est pas que pour ça. Oui, il peut s'intéresser à l'utilisation des données spatiales dans des cas d'usage, et il aura besoin d'ingénieurs d'affaires qui comprennent de quoi on parle, lui expliquer un monde qu'il ne connaît pas, pour connecter ces deux mondes et faire des cas d'usage. Et quand en plus, effectivement, il a une capacité d'investissement forte, il y aura des ventes. Charles-Éric Leclerc, Ariane Group, modèle de coopération, voilà, France, Allemagne, à cheval entre les deux pays, c'est-à-dire qu'aussi vos équipes doivent être en capacité d'évoluer entre les deux pays. C'est un moteur, cette coopération, ça peut être parfois un frein, comme vous pouvez le suggérer, Gilles Ravin. C'est effectivement un challenge. On évoquait tout à l'heure ce côté multiculturel. Il est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, malgré tout, même si nos équipes travaillent ensemble. Il y a des projets sur certains moteurs qui sont faits, qui réunissent les équipes de Vernon et d'Autobrune près de Nuit. Voilà, c'est toujours, ça demande du leadership pour accompagner, faire travailler les équipes ensemble, même en interne. Et également, tout à l'heure, on évoquait justement, Isa, d'autres approches. C'est effectivement ce qu'on a voulu faire avec notamment notre filiale Maya. C'est justement de créer une entité parce qu'on s'est dit, finalement, Ariane Group a cette culture, a cette manière de développer sur des programmes longs. Comment on fait du rapide, du efficace, du pertinent, du compétitif? C'est difficile de se réinventer intégralement. Et donc, on a créé cette logique-là et qui était effectivement beaucoup plus ouverte en termes de culture et d'équipe. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment cette dimension-là de leadership, d'accompagnement pour travailler ensemble. Et c'est ça ce que l'ingénieur, justement, doit bien capturer. Alain Durand, cela veut dire aussi et surtout que l'ingénieur d'affaires doit être en capacité de créer du lien, de créer des ponts entre des entreprises, des pays, on voit même des secteurs, on parlait du spatial au cosmétique, ça doit être aussi une qualité des ingénieurs d'affaires. De plus en plus, effectivement, on parlait de beaucoup de choses, on a parlé de coopération entre des grands groupes dans le domaine militaire ou aérospatial. Moi, je pense qu'effectivement, ça a été dit qu'il faut effectivement s'ouvrir sur d'autres écosystèmes. L'innovation et sur l'innovation aussi sur les startups. L'innovation aujourd'hui, elle vient beaucoup des startups. Je ne dis pas que les grands groupes sont mieux portés sur l'innovation, c'est pas vrai.
on va dire que l'innovation va plus vite au niveau des startups, et on voit ce qui s'est passé sur SpaceX, notamment dans le domaine spatial. C'est pas un acteur historique qui a révolutionné et renversé la table. C'est un acteur qui venait de l'IT, avec des méthodes agiles, qui a complètement bouleversé le système. C'est valable pour d'autres domaines. Il y a beaucoup de choses à regarder du côté des startups. Et l'ingénieur d'affaires de demain va devoir aussi s'intéresser à ces entités-là, et pas uniquement aux grands groupes avec lesquels il aura l'habitude de travailler. Et aux startups qui travaillent dans différents domaines. Aujourd'hui, l'innovation, elle est partout. L'innovation, elle est dans l'automobile, elle est dans les cosmétiques, elle est dans l'IT, elle est dans l'IA générative, elle est partout. Elle n'est pas que dans le secteur aéronautique et spatial. Une innovation aujourd'hui dans le secteur de l'automobile peut très bien déboucher sur une innovation dans le secteur aéro et inversement. Donc voilà, il faut avoir cette ouverture d'esprit, cette capacité à regarder partout. Alors ça peut paraître difficile à faire, mais c'est une qualité qu'il faudra que les ingénieurs d'affaires aient, cette capacité à regarder dans tous les secteurs, à s'inspirer, à regarder ce qui se fait de bien ailleurs, et être capable de discuter avec des grands groupes, mais aussi avec des petits, des startups. Et c'est pas la même façon de discuter avec des grands qu'avec des petits. Donc il faut être capable de faire les deux. Guy Baumla, coopération, compétition, quand vous étiez à la DGA, qui est plutôt adepte de la mise en compétition pour avoir le meilleur prix, le meilleur produit possible, de la création de coopération, mais avec les difficultés que ça pouvait amener. Et ça dépend des circonstances. En fait, moi, je pense qu'un ingénieur d'affaires, s'il reste dans un même domaine, que ce soit aéronautique ou spatial, il connaîtra les deux. Et peut-être même avec les mêmes sociétés. Un jour, il coopérera avec une société, et puis un autre jour, il la rencontrera contre lui sur un autre projet. Dans les moteurs, on peut s'associer pour faire le moteur de la 400M et se retrouver compétiteur sur des moteurs civils. C'est vraiment le concept de compétition qu'il faut apprendre à vivre avec, savoir à la fois développer des liens avec les gens avec qui on doit travailler pendant la phase compétitive, mais aussi garder ce qui est le plus précieux, la propriété intellectuelle la plus importante pour soi. Et puis je pense qu'il y a une chose de très importante que vous avez dit, c'est la question des usages. Comme l'accès à l'espace comme à l'aérien se démocratise, de plus en plus les gens qui vont l'utiliser ne sont pas des spécialistes de la chose. Ce qui sera important, ce n'est pas l'objet qu'on fournit, la fusée, l'avion, le satellite, mais l'usage qu'on peut en faire. Et c'est donc une mission d'évangélisation de ces futurs clients sur ce qu'on peut leur trouver comme usage et quels usages on peut développer avec eux. Il faut aussi savoir les écouter. On voit des assurances s'intéresser aux satellites, ce sont pas évident a priori, mais si, ça permet de savoir ce qui se passe. Alors, on voit plein de secteurs qui s'intéressent au spatial et qui s'intéresseront aussi à l'aérien lorsque les drones sont plus intéressants que les satellites, par exemple. Et là, il y a toute une mission de mise en lien avec des secteurs différents pour comprendre les cas d'usage qu'on peut construire avec eux et les innovations qu'ils peuvent apporter. Et ça, c'est proprement fascinant. Il est important ce terme de cas d'usage. Jean-Philippe Regnault, je me rappelle quand on s'est eu au téléphone, vous avez beaucoup parlé de ces fameux cas d'usage. Est-ce que vous pouvez définir, donner des exemples voilà, et nous expliquer en quoi ça concerne totalement les ingénieurs d'affaires, les futurs ingénieurs d'affaires? Alors, je vais vous dire deux choses et je vais rebondir sur ce que vient de dire, qui est tout à fait juste, sur la démocratisation. Il y a 25 ans, pour comprendre l'IA, Alain parlait de l'IA générative, il fallait Bac plus 25. D'accord? ChatGPT a eu 200 millions d'utilisateurs en 6 mois. Ce qu'aucun réseau social n'a eu sur une durée aussi courte. Maintenant, je donne un cas d'usage que j'évoquais tout à l'heure avec Anne Ségolène qui me tient à cœur. C'est par exemple un sujet basique, c'est la pollution du plastique dans les océans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais redire la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes malheureusement tous autour de cette merveilleuse conférence détenteurs de molécules de bisphénol A dans notre sang. Pourquoi? Parce que le midi, nous mangeons du plastique. Or, aujourd'hui, si on veut résoudre ce problème, on va avoir besoin de gens qui vont offrir des données satellitaires, qui vont travailler sur une approche probabilistique de la localisation des plastiques. Les futurs ingénieurs d'affaires qui vont sortir du MBA et de l'IPSA n'auront pas nos âges. Désolé, messieurs, mais ils seront un peu plus jeunes que nous. Et on va devoir les aider dans ce cas d'usage. Ce que je veux dire, c'est que cette démocratisation du cas d'usage perçu par l'homme de la rue est maintenant à portée de main, comme ChatGPT a apporté l'intelligence artificielle à portée de main pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir un PhD en mathématiques, plus. Voilà. Et puis, je reviens sur les cas d'usage que vous évoquiez tout à l'heure de ces grands groupes. On n'imagine pas comment les données du spatial en particulier peuvent travailler
et apporter de l'amélioration de la valeur, par exemple, sur ce qu'on appelle la supply chain. L'économie industrielle mondiale, et en particulier européenne, peut améliorer son efficacité opérationnelle, être plus résiliente, être donc moins émettrice de CO2, enfin, des choses qui intéressent les nouvelles générations, mais aussi les générations dont on fait partie autour de cette table ronde. Et tout ça, ça va venir du spatial. Et tout ça, ça va être des cas d'usage que les ingénieurs d'affaires vont contribuer à mettre en œuvre, à commercialiser et donc à vendre. Et donc, la porte, c'est le time is now, comme on dit en anglais. C'est vraiment autour de ce cas d'usage que doit aussi se créer, j'en suis persuadé, ces nouvelles coopérations. Donc, le maître mot, le nouveau patron, c'est le cas d'usage. Sans jugement de valeur, oui, pour l'homme de la rue. Et ce n'est pas que les données spatiales pour GPS, dont tout le monde a bien compris que c'était indispensable. Ça peut être pour des sujets de santé mondiale, comme j'ai évoqué en début de propos. On arrive à notre troisième et dernière partie de cette table ronde, même si on a déjà balayé, et vous avez évoqué plusieurs fois ce que doit apporter un ingénieur d'affaires. Mais voilà, la question c'est en quoi la création de ce MBA et les futurs étudiantes et étudiants qui en seront diplômés pourront contribuer à résoudre voilà, tous ces enjeux de souveraineté, de coopération, de compétition. Peut-être la parole à Guy Boblard, à la DGA. J'imagine que vous avez vu défiler des dizaines d'ingénieurs d'affaires, de clients venant vous présenter leur projet. Quel regard vous aviez sur eux et qu'est-ce que vous attendez d'un ingénieur d'affaires qui serait bien formé par ce futur MBA à ISG? Sans rentrer dans des détails qui me vaudraient immédiatement des inimitiés-féroces, j'ai eu l'occasion effectivement de regarder deux consortia, dans deux cas différents, qui nous proposaient dans un cas une étude sur des systèmes d'armement futurs extrêmement ambitieux, et intéressants et passionnants, et dans l'autre cas un système de soutien d'un matériel aéronautique. Et dans les deux cas, il y a deux types d'organisations. Une, qu'on appelle l'armée mexicaine, c'est-à-dire qu'on avait collé 5 ou 6 sociétés différentes, qui toutes estimaient avoir droit à un bout du gâteau, et qui en général d'ailleurs étaient un peu des acteurs traditionnels du sujet, et avec à la tête plusieurs commerciaux qui ne voyaient qu'une partie du sujet. Techniquement, un véritable fouillis de propositions intéressantes, mais une absence totale de synthèse et ne donner aucunement l'impression qu'ils étaient capables d'aller au bout de l'affaire, de savoir au fond quel était notre besoin et comment ils allaient nous piloter là-dedans. Et les autres, des équipes un peu nouvelles, des outsiders, l'un des deux n'était pas vraiment un outsider, mais une petite équipe, quelqu'un qui vous dit bah, votre besoin c'est ça, je le décline comme ça, vous êtes d'accord, j'ai bien compris, je propose de faire ceci, on fera comme ça, très décliné, avec une vue stratégique. Pas de mystère. Il y en a qui ont gagné, d'autres pas. Donc, on s'attend à avoir quelqu'un qui, certes, a de bonnes idées, des idées techniques, mais est capable de nous expliquer pourquoi ces idées techniques sont importantes pour nous. En matière d'innovation, et ce qu'on appelle le techno-push, ah, j'ai inventé un truc terrible qui m'a donné beaucoup de mal, vous devez l'acheter. Non, ça ne marche pas, ça. Mais non, j'ai quelque chose, ça pourrait vous être utile pour faire ça. En fait, c'est d'abord le what, à quoi ça sert, ou le pourquoi même. Quelle est la grande cause que vous servez, et qu'est-ce que c'est, comment ça vient après. Et vraiment que l'ingénieur d'affaires soit capable de parler mon langage et de me faire un petit peu au moins au début rêver sur le fait que ce qu'il va m'apporter me servira à quelque chose et résoudra mes problèmes. Après, on s'occupera de savoir si c'est faisable, si je peux me le payer, combien de temps, etc. Et après. Je salue Yvon Moisan qui était revenu ce matin et à qui je vais passer le micro, directeur académique de ce futur MBA. Yvon, on a beaucoup brossé les qualités du futur excellent ingénieur d'affaires, voilà, ouvert, vision stratégique, un profil hybride. Sans détailler tout le programme qu'on retrouvera dans ce MBA, voilà, vous aurez l'occasion évidemment d'échanger avec les étudiants après, mais voilà, quelles sont les grandes lignes de cette formation et en quoi cette formation doit pouvoir contribuer à former ces ingénieurs d'affaires plus à même d'évoluer dans un environnement complexe. Bonjour à tous et à toutes, et désolé pour ce retard. Ce MBA va répondre, en tout cas, on l'espère, à différents enjeux via différents modules, notamment le fait qu'un gros volume d'heures va être concentré sur la partie sales, donc notamment toutes les techniques de vente, tout le cycle de vente, mais également tous les outils technologiques, le CRM, le social selling, et on va également l'orienter énormément sur la pratique,
L'idée, c'est d'avoir le plus de cas concrets et réels qui vont alimenter les étudiants tout au long de ces 2 années. Ce MBA sera de surcroît en alternance, donc avec globalement 1 journée à l'école et 4 jours en entreprise. Et on aura également 6 semaines dédiées, donc où vous serez 100% en cours, les étudiants, avec des thématiques qui vont pouvoir être vraiment approfondies. Donc, par exemple, il y aura une semaine qui va être dédiée à la partie green dans la vente, comment on l'intègre dans le cycle. Vous avez beaucoup parlé de géopolitique, je suppose, donc on aura une semaine dédiée à cet aspect, comment se fait le rôle des uns et des autres dans un environnement de plus en plus complexe, surtout en ce moment, pour qu'à la fois les personnes issues d'écoles de commerce, mais aussi d'écoles d'ingénieurs, puisque aujourd'hui, c'est à peu près 50% des candidats qui sont issus des 2 filières, eh bien, puissent maîtriser tous ces aspects. On terminera également par une semaine dédiée à l'entrepreneuriat, donc c'est quelque chose qui est amené aussi à se développer à l'UPSA, et donc pourquoi pas l'occasion de créer une Space Tech avec ou pas en collaboration avec l'entreprise où la personne a été pendant 2 ans. Donc un programme, en tout cas on l'espère, très complet et surtout en adéquation avec le besoin, les attentes des étudiants et des entreprises. Et bien justement, je vous propose de passer le micro à votre voisin de droite, Charles-Éric Leclerc. Ariane Group, je redonne quelques chiffres quand même impressionnants. 2025, 350 recrutements. 2024, 400 recrutements. Quand vous entendez, quand vous voyez la création de ce MBA, vous dites voilà, c'est une aubaine, je vais regarder ça, je vais étudier ça. C'est des profils qui pourraient m'intéresser plus tard. Alors, pleinement, je veux dire, pour toutes les raisons qu'on a évoquées en termes d'opportunités, de besoins, on a évoqué tous ces cas d'usage. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, c'est le nombre, c'est près de 40 satellites qu'on utilise quotidiennement dans notre vie, chaque jour. Donc c'est vrai qu'il y a plein de situations et c'est amené à se démultiplier. Donc c'est véritablement avoir cette double compétence, cette approche à la fois en termes de développement commercial, mais aussi toute cette partie de management de projet, management de programme, parce que derrière chaque produit que l'on développe, il y a toute cette phase de développement et puis après cette phase de mise en œuvre. Également par rapport à ce qui est évoqué, je voulais aussi souligner une des composantes, donc on a parlé de composantes commerciales, de composantes techniques, c'est aussi cette composante sur ses qualités humaines. Et c'est vraiment ça qui aussi fait la différence. On parle, j'ai envie de dire, moi il y a un point qui est important, c'est cette agilité. On a pu évoquer toutes ces évolutions depuis 5 ans. Effectivement, on parlait du Covid, on parlait de ces évolutions technologiques, géopolitiques. Et Dieu sait ce qui va arriver encore dans les 5 prochaines années ou les 10 ou 20 prochaines années. Donc, l'enjeu, c'est véritablement d'être capable de garder cette curiosité, et c'est ce qu'on a évoqué, et donc cette ouverture de comprendre ce qui est l'air du temps, les tendances, de voir comment mettre en avant les éléments différenciants du projet, du produit, du programme que l'on dévente, que l'on promeut, et puis également être capable aussi de pousser ce que parfois peut-être le client n'attend pas. Voilà, récemment, je voyais, on communiquait en disant, il y avait ce message de Harry Ford en disant s'il avait demandé aux clients ce qu'il voulait, il m'aurait demandé des chevaux plus rapides. Bon, voilà, donc c'est effectivement être capable de se dire qu'est-ce que de ces évolutions profondes, qu'est-ce qui véritablement va apporter une valeur supplémentaire aux clients. Je pense que quand Steve Jobs a lancé l'iPad, beaucoup se demandaient pourquoi ou même l'iPhone. Et aujourd'hui, qui vit sans. Donc, c'est aussi d'être capable de capter ces ruptures. Et donc, tout cela, c'est véritablement cette ouverture aux autres, cette capacité de capturer, d'en faire la synthèse en interne, en externe, et puis de la transformer. Girardin, vous avez, notamment dans votre carrière, travaillé aussi dans des cabinets ministériels. Vous me disiez en préparation, il faut aussi que l'ingénieur d'affaires soit aussi en capacité d'évoluer dans le monde, la sphère politique, ses codes, son temps long, ses allers-retours, ses stop and go. Alors oui, les clients dans le spatial, c'est 80% de financement public. Donc nos clients, ils sont en Matignon, à l'Élysée, et puis dans le ministère à Bercy. Donc c'est vachement simple, hein, vous avez 3 adresses à savoir. Donc en France, donc c'est relativement simple. Et pour le Fonds européen de défense, vous avez un questionnaire de 8500 pages que vous pouvez remplir avec beaucoup d'amitié. Moi, je pense que dans ce domaine-là,
premier élément, d'abord, il ne faut pas avoir de complexe si vous voulez la filière gestion. Moi, je suis économiste, j'ai géré un programme de rover sur Beau, c'est une lune de Mars. Vous imaginez que mon niveau de compréhension de la situation est un problème, mais j'ai quand même été reconnu et puis j'ai quand même géré ce programme. Et on va l'envoyer bientôt avec nos amis japonais sur la lune de Mars. Donc, pas de complexe. Si vous êtes intéressé, si vous cherchez à comprendre, ça ira tout seul. Deuxième élément, apprenez à écouter. Taisez-vous et écoutez. Le client, il vous dit tout. Le client, il vous dit tout. Vous avez juste à répéter avec un grand sourire, puis c'est bien. Écoutez le client, c'est ça. Troisièmement, pas pour faire, j'allais dire, le wokiste acharné, vous avez vu qu'on est très bien, j'allais dire, changeant, puisqu'il y a, je crois, 2, 4, 6 hommes, etc. Donc, hier, j'étais en réunion et j'ai la chance de connaître bien Thomas Pesquet et Sophie Anneau. Sophie Anneau, c'est la future astronaute qui va voler, etc. Si ce MBA, on pouvait avoir, alors rêvons de 50% de femmes, parce que c'est très, très important. Non pas parce que c'est la mode, etc. Mais vous ne pouvez pas savoir, quand vous discutez avec Thomas Pesquet et Sophie Anneau, c'est pas la même culture, c'est pas la même vision, c'est pas la même chose. Et Sophie Anneau disait hier, on a discuté, hier elle me disait, on a tous en commun quelque chose, c'est que quand on va en une soirée, les astronautes, ce sont les gens qui ne vont pas sur la piste de danse, qui attendent, qui regardent, qui analysent. Et cette vision-là, plus féminine parfois, c'est vraiment très intéressant, surtout par rapport aux clients, surtout par rapport à la capacité de penser différemment. Donc, j'allais dire, 1, aux clients, c'est facile, 2, écoutez-les, et 3, féminisation, c'est pas mal. Jean-Philippe Préliot, la création de ce billet, voilà, votre point de vue, une aubaine, une bonne nouvelle, voilà, un programme cohérent, pertinent pour former ces profils hybrides. Déjà, je pense que c'est très bien. Bravo à l'école et bravo à Yvon pour ces 2 ans. Très bien aussi de le mettre tout de suite dès jour 1 dans le monde de l'entreprise. Petit truc, c'est le cas d'usage, forcément, ça m'intéresse. Je ressors sur ce que dit Gilles, sur l'aspect féminin. Bon, il y a quand même 50%, je sais pas, 49 ou 51, qui gagnent entre les hommes et les femmes, je n'ai pas le chiffre en tête. Mais si on est sur le cas d'usage, il n'y a pas de gender mix dans le cas d'usage, hein. C'est planétaire. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il y a le spatial pour l'exploration, tu parles de la Lune de Mars, mais moi j'aime bien dire Space Back to the Earth. Il y avait une, je ne sais pas si tu étais Gilles, peut-être d'autres personnes, il y avait une conférence à l'ESA 360 il y a je crois un petit peu moins d'un an, sur le spatial, et le terme c'était Objectif Terre. Voilà. Donc on arrive à ce moment, ce momentum, comme on dit en anglais, unique, de notre civilisation du XXIe siècle, où le spatial va être au service de la Terre. Donc pour moi, le sujet du gender mix ne devrait même pas se poser, tellement, si on sert les terriens, on sert 50% de femmes, 50% d'hommes. Et je suis d'accord dans la manière de percevoir les cas d'usage, voilà. Bah oui, un cerveau féminin apporte une richesse que n'a pas un cerveau masculin. Donc voilà, il faut aussi, et puis il y a plein d'éléments qui poussent aussi la gente féminine à investir dans les sciences. Et je pense que ce MBA, il n'y a pas besoin d'avoir un PhD en mathématiques pures. Voilà. Et dans le commerce, moi j'ai pu voir dans ma carrière, bah, les femmes ont une approche différente, donc c'est complémentaire. Charles Leclerc, dernière question de cette table ronde avant de vous laisser la parole dans la salle. C'est l'enjeu de féminisation, de place des femmes. Chez Ariane Group, d'abord, quel est voilà, comment ça se répartit, hommes-femmes, est-ce que c'est un enjeu pour vous de pousser les candidatures, les recrutements féminins? Alors, Ariane Group vit pas dans un monde isolé avec le petit village gaulois. Donc, non, naturellement, on a ces mêmes enjeux, situations. Ne serait-ce que regarder la répartition dans l'audience, je pense qu'on est à peu près à 30%. Enfin, c'est souvent ce que l'on voit et c'est ce que l'on a chez Ariane Group. Donc effectivement, c'est vraiment un sujet sur lequel on est très actif. Tout à l'heure, on parlait du projet. Il y a véritablement cette année, je pense que c'est à souligner, il y a un engagement très fort de l'ensemble de l'industrie aéronautique et spatiale pour pousser cette féminisation avec le GIFAS, avec l'ensemble des acteurs. Et c'est pas un vœu pieux, je veux dire, c'est un travail qui se fait dès les plus jeunes années, j'ai envie de dire au moins dès les phases de collège,
pour accompagner les orientations, pour justement casser, déconstruire certaines références ou pousser d'autres mythes, enfin, d'autres exemples. Voilà, et nous, on pousse effectivement l'ensemble on a près d'une centaine chez un groupe de marraines, elles bougent, qui accompagnent, qui soutiennent pour faire partager, pour montrer que c'est possible. Et effectivement, je souscris pleinement à ce qui a été dit en termes de diversité. C'est vraiment un élément de performance d'une équipe, cette diversité de genre, diversité de parcours, et donc diversité aussi pour le MBA, d'avoir cette double compétence, parce que on est dans un environnement quand même avec beaucoup d'ingénieurs, et on voit comment un ingénieur fonctionne, et inversement, comment un profil plus commercial fonctionne. Et donc c'est cette complémentarité-là qui rend la performance et la différence. Ils vont évidemment, les femmes, jeunes femmes, ont toute leur place évidemment dans ce MBA. Vous avez commencé certainement à rencontrer, à recevoir de futurs étudiants, futures étudiantes. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, alors, on constate deux choses à date au niveau des candidatures pour le MBA. On a eu moins de jeunes femmes qui ont postulé, mais elles réussissent mieux. Je crois que toutes celles qui ont postulé ont réussi, ce qui fait qu'au final, on en est à quasi la parité, peut-être un petit peu moins. En tout cas, on n'en est pas loin. Donc, j'invite effectivement toutes les étudiantes, au-delà des étudiants, à également postuler pour ce MBA. On atteint également quasi la parité au niveau des professeurs dans le cadre de ce MBA. Donc on a quasiment autant de femmes que d'hommes. Et juste pour le préciser, on avait bien des femmes prévues pour cette table ronde, mais malheureusement pour des bonnes nouvelles, elles n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Mais c'était bien prévu. C'était important de le préciser. Merci, merci à tous, messieurs. L'idée maintenant, voilà, après cet échange entre vous, c'est de vous passer la parole. Voilà, qui a une première question, c'est parfois la plus difficile, mais il faut toujours quelqu'un pour se lancer. Qui souhaite lever la main et interroger l'un de nos intervenants. Ne soyez pas timide. Jeune homme, je vous invite à vous lever, à porter votre voix ou alors le micro va venir jusqu'à vous, attention. Et à réagir, à questionner, à lancer un thème de débat. Voilà, cette demi-heure est à vous encore. Bonjour, merci à tous d'être venus. Alors j'ai une question particulièrement pour ceux qui travaillent dans le spatial. Comment est-ce que, quand on a des nouveaux marchés qui arrivent, comment est-ce qu'on départage, départage les entreprises qui vont travailler? Par exemple, quand vous avez un programme dans le spatial, vous allez lancer une constellation de satellites, vous allez souvent avoir plusieurs entreprises qui vont travailler. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça s'organise? Gilles Rabin, peut-être en premier, conseiller spatial de l'ambassade de France à Berlin, puis peut-être Charles-Éric Leclerc ensuite. C'est simple, en France, c'est ADS et TAS. Donc on fait une fois ADS, une fois TAS, une fois ADS, une fois TAS. C'est aussi comme ça. C'est aussi comme ça parce que si on privilégie ici ADS à 2 contrats de suite, TAS prend rendez-vous avec le président de la République, quand c'est parti skin, le président de Thales qui prend rendez-vous avec le président de la République, on est un peu emmerdé, il nous dit voilà, quand même, c'est pas possible. Donc c'est relativement simple, là, je veux dire. Et on fait de la popole, c'est pour ça que je disais la politique. Ça, la popole, c'est que en France, comme les acheteurs, 80% des acheteurs publics, donc y compris dans les cas d'usage des données, puisqu'en gros, le spatial c'est ça, c'est 10% les lanceurs, chiffre d'affaires, 20% le chiffre d'affaires des satellites, et le reste, c'est les données, c'est le cas d'usage. D'accord? Donc c'est voilà, 70% de ça. Donc, quand on a des domaines comme ça, voilà. Alors après, pour les données, c'est différent. Il y a des appels d'offres de plus en plus compliqués, avec des papiers de plus en plus difficiles à remplir, etc. Mais j'allais dire, aujourd'hui, en France, c'est relativement simple. Alain Durand, puis Charles-Éric Leclerc, peut-être Alain Durand, Soprasteria, des clients, j'imagine, aussi dans le secteur spatial. Dans le secteur spatial, oui, on travaille pour Airbus, pour TAS. Pour beaucoup. Alors, bientôt, peut-être qu'ils vont fusionner, parce qu'il y a des projets en cours de discussion. Donc, avec Leonardo aussi, il y aura peut-être plus clair, ce sera plus simple. Oui, après, je pense que Gilles a bien présenté les choses. Donc, en France, c'est quand même assez limité sur la répartition. On avait des gros acteurs, donc il fallait faire plaisir à tout le monde, entre guillemets.
Bon, après, il y a toutes les nanoconstellations qui arrivent, donc avec des acteurs privés. Donc là, c'est encore autre chose. Ils portent leur business model, ils portent leur nanoconstellation et c'est un domaine à part. Mais ça va venir clairement aussi les acteurs historiques, effectivement, qui construisent peut-être des plus gros satellites, et pas des nanoconstellations, mais. Ça a l'air un peu clair pour répondre à la question de notre étudiant. Alors, Ariane Group, en fait, fabrique le lanceur. Donc, effectivement, donc, il y a la fabrication du satellite ou des méga-satellites. Et après, pour nous, c'est via notre filiale Ariane Space d'aller promouvoir l'opportunité, la compétence, et notamment avec aussi ce qui est capable d'apporter Ariane 6, de pouvoir déposer sur plusieurs orbites. Donc, c'est donc d'avoir une capacité d'emport plus importante, donc ce qui permet aussi de réduire le coût du lancement. Donc là où Ariane Group se positionne, c'est véritablement Ariane Espace, c'est d'aller vers le plus compétitif sur le coût du lancement, parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, je fabrique un satellite vers qui je me tourne pour pouvoir le mettre en orbite. Merci. Question, remarque suivante. Une question à Toulouse, peut-être? Question à Toulouse. Oui, à Toulouse. Alors, je vous laisse faire en tout cas, le porte-voix, ou alors est-ce que l'on entend Toulouse ou vous allez Non. Je vais redire la question. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas si elle est à Toulouse, en tout cas, elle est en ligne. C'est Lina qui va être étudiante dans ce MBA et qui dit comment, en tant que junior, je peux vraiment contribuer à des sujets stratégiques sensibles dans ce secteur de l'aérospatial qui est très lié donc à des sujets sensibles. Est-ce qu'en tant que junior, c'est possible, et c'est une question à tout le panel, de participer à ces projets-là? Jean-Philippe Regnault, peut-être, et puis Guy Baumlard ensuite. Alors, en tant que junior, est-ce que Lina ou Lisa, en tant que junior, a sa chance, pourra prétendre, participer à des gros appels d'offres? C'est pas un comité de répétition, mais ma réponse, c'est cas d'usage. Parce que le cas d'usage, en fait, n'attend pas la seniorité. Donc, quelqu'un de junior bien formé, niveau bac plus 5 et plus, ce qui sera le niveau du MBA, peut effectivement apporter toute sa valeur. Et puis, je pense, on l'a pas évoqué aujourd'hui, il y a un aspect générationnel de ces cas d'usage. Donc, n'attendons pas d'avoir 40 ans pour qu'on puisse lui donner, des rênes de ce qu'on va être mis en œuvre, parce que c'est quelque chose qu'on a présenté en filigrane. Le spatial, c'est pas des choses qui vont être 6 mois à être mis en œuvre. On est sur du temps long dans la vente, mais on est aussi sur du temps long dans la mise en œuvre de ces cas d'usage. Donc, j'allais dire, plus ils sont jeunes, mieux les choses vont changer et meilleur sera l'impact. Et je voulais juste, par rapport à la question du premier étudiant, même si je ne suis pas du monde spatial. Oui, bien sûr. Oui, comme tu disais, Gilles, aujourd'hui, on est encore dans cet aspect très politisé et polish, si je peux me permettre, parce que on vient de ce monde où le spatial était détenu par les grands États, les grandes agences. Vous n'avez pas échappé qu'un lanceur français du côté de Reims, qui s'appelle Latitude, vient de signer un accord avec des Émirats Arabes Unis, justement, sur un cas d'usage qui s'appelle la mise en orbite de data center, gros consommateur. L'IA est un très gros consommateur d'énergie, donc on voit un cas d'usage. Et là, je ne pense pas que ça s'est passé dans les cabinets ministériels. Si aussi. Bon, des data centers dans l'espace. Encore plus haut. Des data centers dans l'espace. Des data centers dans l'espace, mais c'était pas entre l'ADS et TAS. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont quand même donné une certaine chance à un acteur qui a été créé par un génial. Il avait quoi, 19 ans, Stan, quand il a créé Latitude. Donc, pour dire que les choses changent aussi dans cet équilibrage, et oui, peut-être pas à 18 ans, mais je pense que les 20-30 ans ont toute leur place à prendre, d'où l'intérêt de cette formation aussi. Je rebondis sur la question, je vous laisse le micro, Jean-Philippe Regnault. Quand on est junior, quand on est dans une dimension commerciale, on veut vendre beaucoup, on veut vendre vite, et vous nous avez dit que ce sont des ventes complexes, temps long. Comment on concilie, la fraîcheur, l'enthousiasme, l'envie de foncer d'un junior, et puis cette capacité à gérer le temps long, à attendre? Alors, je vais peut-être répondre à une question qui est sous-jacente à cette question. La vente complexe, et à fortiori dans cet écosystème, c'est un travail d'équipe. Vous n'êtes pas ce gladiateur, ce chevalier sur sa monture qui chevauche la compétition, qui passe d'hôtel en hôtel, d'Abu Dhabi à Vladivostok en passant par Washington. Non, c'est pas ça, c'est un travail d'équipe. Et je pense que, et c'est un peu comme ça que ça se passe,
vous pouvez pas dire, entre guillemets, aux jeunes, cette fameuse appellation aux jeunes, bah, écoute, tu as 25 ans, tu vas rentrer dans un cycle de vente de 18 mois, et pas de chance, hein, si tu perds, bah, tu mangeras des boîtes de conserve. Et les nouilles, oui, aussi, très bien les nouilles. Donc, non, c'est un travail d'équipe et je pense intergénérationnel. C'est-à-dire que dans ces cycles de vente complexes, on ne va pas demander aux juniors de tout faire. Il va être accompagné de seniors. C'est toute la richesse de ces ventes complexes parce qu'il va aussi apprendre. Il sort de l'école, il ne saura pas forcément gérer des cycles de vente. Gilles, tu en parlais, où il y a aussi la politique, il faut se dire. Et ça, c'est pas que à 25 ans on n'a pas cette appréhension, mais il y a quand même 2-3 règles que quand on sort de l'école, moi le premier, on n'avait pas. Voilà. Donc c'est un travail d'équipe qui va éviter d'être rebuté par ces cycles de vente longs, à fort risque aussi, à fort risque de perte. Voilà. Qui va là, la question de jeunes étudiants. Plusieurs points. On a tout à l'heure collectivement nous donné l'impression de critiquer une alternance successive à Airbus et à Thales des satellites. Moi, je parlais du cadre militaire que je connais mieux. Il faut voir que le marché des satellites militaires, c'est pas un marché de masse et qu'on n'a pas du tout envie que ça se répande. Donc, la DGA, par nature, fait développer certains instruments qui sont sur ces satellites à certains industriels et après, bah, forcément, c'est eux qui ont les marchés. Ils se sont arrangés pour continuer à avoir le fournisseur. Alors maintenant, concernant le jeune qui arrive, alors les côtés des startups, on verra facilement de belles choses déboucher, mais avec aussi plus de risques, hein, parce que toutes ne survivront pas. Il y aura des morts dans les lanceurs en particulier. Bon, mais même quand on travaille dans des grands programmes, on ne voit pas l'aboutissement du grand programme, mais il se décompose lui-même en petits ensembles, et parfois c'est des petits ensembles très pointus, et plus on est près du cas d'usage, plus ce sera probablement le cas, où on peut vaincre des défis qui ne se voient pas forcément dans les journaux et la télévision, mais qui en sont de réels pour celui qui fait ça, et qui sont tout à fait enthousiasmants et porteurs pour la personne qui le fait. Et comme vous le disiez, on travaille en équipe, et voilà, c'est ça qui est porteur. Charles-Éric Leclerc, oui, en complément le regard du DRH, c'est sur cette question de, peut-être, point de vue d'Ariane Group, de junior, vous êtes à l'heure chez vous, on appelle ces métiers responsable commercial, est-ce que c'est junior, est-ce qu'on est accompagné, voilà, donc comment ça se passe chez Ariane Group? Alors, totalement, j'avais envie en fait de rebondir sur le fait que ce MBA est en alternance. Donc c'est déjà, par ce biais-là, c'est déjà un premier pas, un premier pied dans l'entreprise et en tout cas, pour Ariane Group, c'est près de 200 alternants que l'on prend chaque année. Donc, c'est une véritable politique. Et je vous rassure, c'est pas juste une mission café, une mission photocopie. C'est véritablement participer. Je pense, voilà, sur la fin d'année, on a le conseil ministériel sur européen. Donc, c'est aussi, c'est participer à ce genre de projet, c'est contribuer à des offres. Donc, c'est véritablement être partie prenante d'une équipe. Et puis après, c'est aussi, j'ai envie de dire, un peu un conseil. Alors, comme c'est ce que je dis à tous les alternants et stagiaires que j'ai dans mon équipe, c'est vraiment que chaque voix compte. Et ce qu'on attend justement, on n'est plus dans cette logique du moi sachant, voilà, et toi exécutant. Non, c'est chaque vision, chaque approche est importante et donc c'est au contraire profiter de cette fraîcheur, de cette ouverture, de cet accès à d'autres savoirs, d'autres connaissances pour justement être une véritable valeur ajoutée, apporter et vraiment encourager pour être force de proposition dans les projets qui pourraient être confiés. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques dans la salle, en ligne? Une question peut-être pour Yvon sur la place de la durabilité / RSE. Alors, c'est écrit au sein des nouveaux enjeux évoqués pour les secteurs aérospatiaux, mais peut-être au sein du MBA directement. Oui, alors sur ces enjeux, nous aurons une semaine qui sera dédiée à cette problématique. Et donc, les étudiants vont pouvoir intégrer dans toute la chaîne complexe de la vente qui a été évoquée à plusieurs reprises, comment effectivement intégrer une partie green, durabilité, à la fois dans le cycle de vente, mais de manière plus large, comment cela s'intègre dans le secteur du spatial. Alors je précise également qu'on couvre également le secteur aéronautique dans le cadre de ce MBA. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs cours donc, qui sont plutôt liés à la partie sectorielle, et notamment comment ces dernières années, à la fois le spatial et à la fois l'aéronautique,
on parlera également de mobilité au sens un peu plus large, pour intégrer cette dimension de durabilité et donc de réduction notamment de l'empreinte carbone. Donc ça sera à la fois sur la partie sectorielle et sur la partie vente. Question en complément, c'est peut-être aussi une question qui intéresse les étudiantes et les étudiants. Ingénieur d'affaires dans ce secteur-là, salaire en début de carrière, perspective d'évolution sur d'autres métiers. Je ne sais pas qui souhaite répondre. Yvon, Charles-Éric Leclerc, qui a des enjeux là-dessus. Voilà, les étudiants peut-être Yvon qui seront diplômés du MBA. Est-ce que vous avez des données voilà, chiffrées, voilà, salaire, début de carrière, perspective d'évolution? Alors, on va avoir des situations assez différentes, à la fois en fonction de la taille de l'entreprise et à la fois du secteur. Donc, on a souvent tendance à dire que le conseil, notamment pour démarrer, ça peut être pertinent à plusieurs égards, dont le salaire. Souvent, dans le conseil, on gagne plus et on est sur des missions variées. Et à l'inverse, souvent, les startups payent moins, mais ça peut être compensé par, j'ai envie de dire, une participation au capital de la société. Enfin, beaucoup de choses sont possibles. Et puis, entre les deux, j'ai envie de dire que le fixe, il peut être un peu plus faible, mais on peut avoir un variable. Et là, j'ai envie de dire, tout dépend finalement de la performance de l'étudiant et en fonction de l'entreprise, ça peut être 10, 20, 25% du salaire qui est en variable. Donc si on veut donner une fourchette, on peut dire qu'on serait entre 40 et 42 cas, mais du coup avec potentiellement moins et potentiellement plus et potentiellement beaucoup plus si l'étudiant performe, enfin le salarié du coup qui ne sera plus étudiant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ne soyez pas timide, personne ne souhaite lever la main. Peut-être avant de conclure, peut-être un dernier mot pour Yvon Moisan. On est le 20 mai. Quand on va commencer ce MBA, est-ce qu'il y a encore des places disponibles? Quelles sont les modalités de candidature? La recherche de l'alternance, est-ce que c'est à l'étudiant de la réaliser? Est-ce que c'est à l'école de s'en charger? Alors, le MBA va démarrer le 6 octobre, donc on a souhaité la décaler le plus possible pour que l'étudiant justement ait un maximum de temps pour trouver son alternance. Donc, on vise en première année entre 15 et 25 étudiants pour la première promo, et on a aujourd'hui un peu plus d'une dizaine déjà de candidats qui ont pu valider leur candidature. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a un dossier à compléter, il y a différents tests de culture générale, de vente, notamment une partie liée aux aspects sectoriels. Et dès lors que l'étudiant a une lettre de motivation cohérente, un CV cohérent, des notes qui sont plutôt bonnes, et bien il y a une dernière étape qui est l'entretien. Donc il peut être en physique ou en virtuel. Et pour répondre, je pense, à la dernière question, si j'avais oublié, au niveau des alternances, donc on a notre premier étudiant qui a déjà validé son alternance donc, auprès d'Air France. Et donc, on aide effectivement l'étudiant en faisant suivre différentes offres, en organisant ce type de table ronde, puisque je le répète, Ariane typiquement fait partie des entreprises qui recrutent. Et effectivement, il peut de son côté aller consulter les sites spécialisés ou pas pour postuler par lui-même. Bon, Alain Durand, pour conclure, le regard voilà, d'un des géants du conseil, voilà, vous conseilleriez justement, vous encourageriez des étudiants à se lancer dans ce type de MBA. Il y a au-delà des opportunités qu'on a pu voir de marché, il y a des opportunités d'emploi voilà, pour les étudiants qui se formeraient via ce MBA. Des opportunités d'emploi, il y en a toujours. Dans le conseil en particulier, même si le conseil souffre un peu en ce moment, hoche la tête, mais c'est cyclique, ça repartira. Donc le conseil, oui, c'est un débouché. Secrétariat recrute, les cabinets de conseil recrutent. Effectivement, les salaires sont peut-être un peu plus élevés dans le conseil pour des
jeunes diplômés et la variété d'émissions peut être intéressante pour vous. Donc oui, c'est un MBA que je conseille effectivement. On l'a dit au départ, cette double compétence ingénieur commerce, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Juste pour finir, quelques mots peut-être sur les compétences que vous allez pouvoir acquérir au cours de ce MBA. Vous allez acquérir plein de compétences. Ce qui est le plus important, je pense, pour moi, on dit que les jeunes sont toujours impatients, veulent participer à plein de choses ou autres. Je pense que ce que je recherche, moi, avant tout, c'est la capacité d'analyse et de synthèse chez les jeunes. Donc, vous avez accès à beaucoup de choses que nous, on n'avait pas accès à notre époque. Il y a de plus en plus de données, de data disponibles. On peut même être noyé sous un flux de data. Donc, ce qu'on recherche avant tout, parce que je recherche avant tout, c'est cette capacité d'analyse, prendre le temps nécessaire de l'analyse, le temps du recul pour sortir effectivement la bonne analyse, la bonne vision stratégique et le plus pertinent possible. Voilà. Merci. Je crois que s'il en était encore besoin, cette table ronde a plus que légitimer, à donner raison à celles et ceux qui ont eu l'idée de créer ce MBA. On voit à quel point on aura besoin demain d'ingénieurs d'affaires encore plus agiles, encore plus capés, encore plus en capacité d'évoluer dans différents univers, dans différents secteurs. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir participé. J'imagine que les gens seront extrêmement intéressés par des échanges avec vous. C'est parfois difficile de lever la main devant la salle et c'est toujours plus facile d'échanger en one-to-one. Donc en tout cas, merci. C'était un plaisir. Puis je vais peut-être laisser à Ségolène. Merci Antoine d'avoir animé avec brio cette table ronde. Merci à vous tous de vous être rendus disponibles ce matin pour cette table ronde, vous d'avoir été présents. Et puis, on va faire quelques échanges et puis après, on pourra se retrouver ensemble pour échanger et terminer ce moment. Merci à tous. Merci à tous. Merci.